et bienvenue dans ma vidéo de pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Alors je suis super méga excitée, j'attendais ce moment avec impatience, surtout avec l'été misérable qu'on a eu. Autant dire qu'avec cet été pourri, j'avais hâte d'être en automne, vu que de toute façon c'était déjà l'automne en été, autant avoir le Pumpkin Autumn Challenge pour réchauffer un peu les cœurs. Le Pumpkin Autumn Challenge du coup c'est la 3e édition à laquelle je participe et c'est toujours mon moment préféré de l'année, mon challenge préféré de l'année parce que ben voilà, j'adore l'ambiance, j'adore toute l'animation qu'il y a autour. Guimauve nous plonge vraiment dans une atmosphère réconfortante, automnale. Vraiment c'est elle qui m'a fait aimer l'automne. Depuis que je suis sur Instagram, vraiment l'automne c'est la saison qui m'inspire le plus au niveau de mes photos, etc. Parce que j'adore les couleurs automnales, j'adore tout ce qui tourne autour de l'automne, les citrouilles, tout ce côté un peu fantôme, horreur, mais en même temps réconfortant, lecture doudou, voilà, nourriture, etc. Donc vraiment c'est une saison que j'aime beaucoup, point de vue lecture et point de vue tout simplement réseaux sociaux. Donc voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que vous faites ici? Ceux qui ne connaissent pas le Pumpkin Autumn Challenge, vous allez foncer après cette vidéo là sur la vidéo de Guimauve parce que franchement il faut que vous appreniez à connaître ce challenge, c'est important. En gros c'est un challenge qui se tient du 1er septembre au 30 novembre et qui tourne autour de l'automne tout simplement. Chaque année il me semble que chaque année en tout cas, il y a en général 4 menus et chaque année il y a un menu innovant, un menu qui tourne autour du thème de l'année. Et du coup le thème de l'année c'est... j'ai déjà oublié Laura, c'est quoi? C'est mystère, je mettrai le titre là parce que je filme avec mon téléphone donc je ne sais pas aller vérifier. C'est les mystères, c'est c'est les mystères, enfin ce sont les mystères, le cabinet des curiosités, etc. Mais je ne sais plus le titre exact. Mais du coup il y a un petit menu qui tourne autour de tout ça. Et franchement je suis complètement fan du menu de cette année, enfin du menu, oui, du menu supplémentaire de cette année et du thème global qui est très inspirant je trouve. Alors il y a beaucoup de livres, donc je ne vais pas faire le résumé de chaque livre sinon ta vidéo va durer 3 heures. Certains je pourrais vous le résumer, d'autres je ne sais pas parce que je ne connais pas le résumé, donc on passera un peu plus vite sur certains qui sont souvent très connus d'ailleurs. C'est une pile à lire qui n'est pas exhaustive, j'avais envie de mettre beaucoup plus de livres dessus, surtout que je vais encore recevoir des livres, des services presse, en acheter, etc. Donc tout n'est pas dedans. Moi j'aime bien une pile à lire pour me guider un petit peu, mais je change souvent. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Je me suis pourvue de mon petit carnet du druide, donc le carnet que j'avais reçu dans la box de Hélène Illustration qui est juste trop beau. Donc j'ai noté tous les petits menus là-dedans. Je fais genre que je suis une druidesse, une sorcière qui lit une petite recette dans mon carnet. Donc le premier menu s'appelle Automne frissonnant. Donc dans Automne frissonnant, on a comme première catégorie Gare, gare à la main de gloire. Et là-dedans, on devait mettre, enfin on avait comme mots-clés voleur, thriller, policier, superstition, horreur et épouvante. Oui, là je n'ai pas essayé de mémoriser les menus et tout ça parce que vous verrez que c'est assez compliqué. Surtout que Guimauve nous met plein de mots-clés, donc non, il me faut mon carnet, désolée. Je ne vais pas faire genre que je connais tout par cœur. Donc là-dedans, j'ai décidé de mettre 3 livres, bah oui, enfin... je pouvais pas n'en mettre que un, forcément, hein. Du coup, j'y ai mis ces 3 livres-là. Alors, dedans, on a le tome 2 du Fléau. Donc j'ai lu, je ne sais plus quand, cette année, mais je ne sais plus quel mois, le tome 1 du Fléau avec Steph de Picty Bookin, qui avait organisé une lecture commune autour du tome 1. Et là, non, elle le fait absolument pas. Mais elle devrait le faire, Steph, fais-le. Là, du coup, j'ai décidé d'enfin attaquer le tome 2 parce que j'avais beaucoup aimé le tome 1 et j'ai pas envie de laisser traîner parce que je sais que si je fais traîner, je vais oublier pas mal et je ne lirai jamais la suite. Donc voilà, j'ai envie d'enchaîner et de lire
cette année, comme ça les deux seront lus dans la même année, le tome 2 du Fléau. Donc le Fléau, c'est un post-apo, un roman horrifique, enfin c'est Stephen King, donc voilà, c'est un peu, on connaît un peu le style de l'auteur. On a un côté fantastique dedans également, auquel je m'attendais pas spécialement, pourtant il était écrit qu'il y avait du fantastique, mais vraiment, voilà, je m'y attendais pas spécialement et pourtant c'est un peu la patte de l'auteur. On tourne autour d'une maladie qui tue énormément de gens et on va suivre quelques survivants. Et voilà, je vous en dis pas beaucoup plus, mais franchement c'est un excellent Stephen King. Pour ceux qui aiment bien cet auteur, pour tous ses écrits horrifiques, assez violents, parce qu'il y a des scènes très très violentes dedans, foncez. Ceux qui n'aiment pas du tout l'auteur pour tout ce côté fantastique, etc., je vous le conseillerais pas. Surtout que ceux qui ne l'aiment pas également pour toutes ces longueurs comme on peut retrouver dans ça, il y a beaucoup de longueurs. On a beaucoup de passages qui semblent inutiles mais qui sont pas du tout. Chaque passage est calculé par l'auteur. Tout est fait pour vraiment plonger dans une ambiance, pour rentrer dans la tête de ces gens qui ont tous des choses à cacher, qui ont tous une part sombre en eux. C'est super important Voilà, chaque description qui semble une longueur chez cet auteur a un rôle très important au final dans ses écrits. Donc voilà, moi je trouve jamais que ce sont des passages superflus, mais je peux comprendre que ça en ennuie certains. J'ai mis du coup Octobre, ça c'est un où je ne saurais pas vous résumer. C'est juste que voilà, je l'avais acheté sur Vinted, je pense que c'était Aléa Book Addict, mais je ne suis même plus sûre, je pense que oui, que c'était Aléa. Quand j'ai montré que je l'avais reçu, j'ai reçu plein de messages privés sur Instagram en me disant « Ah, c'était trop bien, etc. » Là, j'ai déjà posté ma photo de ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge sur Instagram. Et pareil, j'ai reçu plein de messages comme quoi ce livre était génial. Je sais juste que c'est un thriller. Il me semble que c'est un roman policier. Mais voilà, j'ai pas envie de relire le résumé, j'ai envie de me lancer dedans sans en savoir trop. Et voilà, il est parfait pour la saison. Ça, je vais le lire en octobre. Donc voilà, ça je ne pourrais malheureusement pas vous le résumer parce que j'ai pas envie de le relire, mais il a l'air génial. Et enfin, j'y ai mis Les Ombres de l'Innocence de Coraline Croquet. Ah oui, Octobre c'était de Soren Sveistrup. Désolée si je ne dis pas bien, prononce pas bien son nom. Donc ici c'est un roman que j'ai reçu de Keynes. Et ici on est également dans un thriller, également dans un policier, avec un homme qui va se faire enlever 2 jours avant Noël. Et il sait pas qui sont ces kidnappeurs, il sait pas pour quelles raisons ils l'ont enlevé. Et il va se demander surtout qu'est-ce qui est arrivé à sa fille qui a 18 mois je pense. Ouais, Emma, sa fille de 18 mois, qui était avec lui et qui du coup est restée seule. Voilà, j'en sais pas beaucoup plus, mais ça a l'air vraiment très chouette. Et c'est, je vois ici, finaliste du prix Fintro en 2020, donc voilà. C'est une autrice belge en plus, donc petit bonus supplémentaire. Alors, la deuxième catégorie de ce menu automne frissonnant, c'est Double Double Toy and Trouble. Donc il faut mettre dedans sorcière, théâtre, prophétie et tragédie. Et moi j'ai décidé de miser sur le mot sorcière et d'y mettre les tribulations d'Esther Parmentier, cadavre haché, vampire fâché, une enquête 100%. Le titre le plus long de l'année. J'en ai déjà entendu pas mal parler l'année passée, je crois qu'il est sorti l'année passée, là il y a le 2 qui vient de sortir. Et il était, il me semble, sélectionné pour le PLIB. Mais de cette année, je ne sais plus, bref, il a été sélectionné pour un des PLIB, mais il n'a pas été dans les 5 finalistes. Et il me faisait pas mal envie, et je l'ai trouvé en occasion, et du coup j'ai foncé dessus. Et là encore maintenant, vu que le 2 est sorti, on entend pas mal parler de cette saga, et voilà, j'avais envie de foncer. Apparemment c'est assez drôle, c'est écrit par Maëlle Dessart. Voilà, je sais qu'on suit une sorcière stagiaire et apparemment, enfin voilà, je connais pas de nouveau bien l'histoire, mais apparemment c'est assez comique, il y a des vampires, il y a plein de créatures surnaturelles, etc. Il me semble. Voilà, il y a un vampire séduisant, ça a l'air assez comique. Donc je vais me lancer là-dedans, je crois que c'est un livre qui sera très vite lu. C'est un livre jeunesse ou jeune adulte, je pense que c'est jeunesse. Qui me fait vraiment de l'œil depuis un petit temps. Et la troisième catégorie s'appelle le folklore de Chipenden, dans lequel il fallait mettre créatures surnaturelles, fantastiques, obscures, fantasy. Alors, il me semble qu'elle a dit que ça fait référence à l'Épouvanteur. J'ai jamais lu la saga l'Épouvanteur, j'ai juste lu le dernier qui est sorti, là, qui est un hors-série, qui m'a donné envie d'ailleurs de me plonger dans la saga de l'Épouvanteur, et c'est pour ça que là je suis allée en occasion en acheter 4 ou 5.
je me suis limitée à 4, donc j'en ai 4 qui m'attendent et j'aimerais bien tous lire sur l'automne, donc voilà, on va voir. Bref, du coup, je pense que Chip 'n Dale c'est une référence à l'épouvanteur, mais je peux pas en être sûre à 100%. Et j'y ai mis du coup l'apprenti épouvanteur, le tome 1, vu que je voulais me lancer dans cette saga, c'était l'occasion et c'était la catégorie parfaite pour l'y mettre. Alors je ne pense pas que j'ai besoin de vous résumer l'épouvanteur. On a de la magie, on a de ce que j'ai lu en tout cas dans le hors-série, je sais qu'on a des épouvanteurs qui chassent les sorcières. Maintenant, est-ce que c'est déjà dans le tome 1? Je ne sais pas. Il me semble que les épouvanteurs ce sont les 7e fils des 7e fils, quelque chose comme ça. Voilà, j'en sais pas beaucoup plus sur ce tome 1, mais voilà, c'est une saga que j'ai hâte de commencer et qui a l'air vraiment géniale. Passons maintenant au menu automne, douceur de vivre. La première catégorie s'appelle It's Just a Bunch of Hocus. Et dedans, il fallait mettre Halloween, Samhain, Autumn. Ça, ce sont des mots-clés qui reviennent chaque année, et chaque année, ça me pose problème parce que j'ai pas spécialement de livres qui se passent à Halloween, enfin voilà, en automne sûrement, mais sans les lire, je sais pas vraiment, souvent en se basant sur les résumés, ça n'aide pas. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai plutôt choisi un livre que je serais plus du genre à lire justement à Halloween parce que à Halloween moi j'aime bien regarder des films d'horreur, me faire peur, etc. Donc voilà, je suis partie dans cette optique là et du coup j'ai choisi de lire le tome 3 de Anna Caritas pour enfin clôturer, alors je pense clôturer parce que il me semble que j'ai entendu qu'il y avait un tome 4, je suis pas sûre, mais en tout cas voilà, pour avancer on va dire dans la saga Anna Caritas. Donc j'ai lu les 2 premiers fin d'année passée et début de cette année-ci, et le 2e tome s'arrête en plein suspense, donc j'ai vraiment hâte de savoir ce qui va se passer. Ici on va être dans un lycée, c'est au Canada que ça se passe il me semble, en tout cas l'auteur est canadien. On est dans un lycée qui est dirigé par des nonnes. Il me semble qu'à la base c'était genre un couvent ou je sais plus quoi, bref. En tout cas il y a des nonnes qui... Enfin des sœurs, c'est pas des nonnes, qu'est-ce que je raconte? Par des sœurs, pardon. Qui dirigent ce lycée. Déjà moi je trouve ça hyper flippant. Tous les trucs un peu où c'est des bonnes sœurs, etc. qui sont maîtresses des écoles ou quoi, ça me fait un peu flipper, donc voilà, c'est déjà une ambiance assez glauque. Et il va se passer des choses. Dans les 3 romans, il va y avoir un peu des cas de possession, des choses qui vont arriver, des éléments un peu de secte, etc. Assez flippant. Je vous en dis pas beaucoup plus, mais c'est vraiment une saga que j'aime beaucoup et qui se dévore toute seule. Alors la 2e catégorie est très compliquée, hein, je ne remercie pas Guimauve. Elle s'appelle Et Gigi, tu ne trouves pas que ça sent drôlement bon à la Gitioki Panja. Alors je ne sais même pas, elle a dit que ça faisait une référence à une boulangerie, mais je ne sais même pas à quoi, donc il faudra que je me renseigne. Donc dedans il fallait mettre parcours initiatique, jeunesse, famille et nourriture. Alors dans la pile à lire de Guimauve, elle y a mis les délices, non elle nous a conseillé, elle a pas mis dans sa pile à lire parce qu'il me semble qu'elle a déjà lu, mais elle a conseillé les délices de Tokyo parce qu'elle a dit que cette catégorie avait des références au Japon et à la nourriture. Donc moi j'ai mis aussi les délices de Tokyo parce que je n'ai pas en ma possession, mais qui est dans ma wishlist. Parce que c'est un livre qui me tente depuis un petit temps et voilà, elle a dit que ça rentrait bien dedans, donc je me dis ce sera l'occasion de me l'offrir. J'y ai mis également un autre livre qui est lui par contre dans ma pile à lire, que j'ai reçu cette année ou l'année passée, je ne sais plus, que j'arrête pas de mettre dans les piles à lire mais que je ne sors jamais, alors que je suis sûre qu'il va être lu assez rapidement. Donc il s'agit de Un nom sur la liste de Monica S. Et c'est l'histoire, on est en pleine Seconde Guerre mondiale et je sais qu'on va suivre un frère et une sœur qui vont être séparés et la sœur va rechercher son frère par tous les moyens. Il me semble qu'ils vont dans des camps de concentration, etc. Je n'ai plus envie de lire le résumé. De toute façon, si vous regardez mes piles à lire précédentes d'autres challenges, vous les retrouverez. Ça a l'air très prenant et j'espère que je vais le sortir de cette pile à lire dans ce challenge. La 3e catégorie s'appelle Il suffit de se souvenir de rallumer la lumière, une de mes citations préférées. Et dedans, il fallait mettre du feel good, santé mentale ou de l'émotion. Alors... évidemment, quand on pense émotion, souvent on pense à Virginie Grimaldi. Et donc j'y ai mis Les Possibles, qui est son dernier roman sorti en grand format.
Voilà, je l'ai depuis pas très longtemps dans ma palle. Virginie Grimaldi, pour moi, c'est une valeur sûre. J'ai lu quasi tous ses romans, je crois que je dois juste lire encore Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie. Normalement, tous les autres, je les ai lus. Et voilà, pour moi, c'est une valeur sûre. Niveau émotion, on y est en général. Il y en avait juste un que j'avais pas trop aimé, c'était Le premier jour du reste de ma vie. Parce que c'est pas que j'avais pas aimé, mais je trouvais qu'on était vraiment dans un feel good classique, pas très original. Voilà, mais par contre, tous ces autres romans... sont vraiment à chaque fois très émouvants et voilà, je trouve que ils sont vraiment des bulles de tendresse et voilà, du coup je compte lire celui-ci. Et évidemment, quand on me dit feel good automne, voilà, j'ai depuis sa sortie, je l'avais précommandé Anne d'Avonlea, donc qui est le tome 2 de Anne de Green Gables, Anne au pignon vert. Je l'ai toujours pas sorti de ma palle, mais je me dis que l'automne c'est la saison parfaite pour lire les Anne de Green Gables. Donc voilà, je vais le sortir, ça d'office, ce sera un des premiers que je vais lire je pense. Parce que je ne peux pas m'acheter Anne de Redmond tant que je n'ai pas lu le 2. Et j'ai envie de m'acheter Anne de Redmond, donc il faut que je lise Anne d'Avonlea tout de suite. Alors ces livres-là, c'est vraiment le genre de livre qu'on lit et où on se sent bien directement. Voilà, où ce sont des bulles de bonheur. Vraiment, s'il y a un moment où vous avez un coup de blues, lisez cette saga de romans et vous irez mieux, mais instantanément. Tellement c'est un retour aux sources, un retour aux choses simples de la vie. On peut nous décrire des choses, mais qui, genre un pique-nique ou quoi, qui dans d'autres romans pourraient nous ennuyer complètement, mais là l'autrice arrive à nous passionner avec des choses simples qui nous rappellent tout simplement voilà, qu'il faut profiter de chaque instant et que il faut pas toujours vivre des choses de dingue pour profiter de la vie. Et alors, la quatrième catégorie, parce que certains ont 4 catégories de automne douceur de vivre, c'est J'ai un dragon et j'hésiterai pas à faire feu, hein, Shrek, pour ceux qui ont vu le dessin animé, ceux qui n'ont pas vu le nouveau, mais qu'est-ce que vous attendez? Et du coup, dedans, il fallait mettre... les mots-clés sont humour, illustré, anthropomorphisme et animaux. J'ai lu récemment le tome 1 de la saga Nevermore, qui a été un gros coup de cœur. Du coup, là j'attends de me commander tout simplement. J'attends le salaire pour me commander. Il y a des changements de lumière, je suis désolée. Pour me commander le tome 2, mais j'ai déjà le tome 3. Donc moi je l'ai lu en anglais, hein, donc de Nevermore, que j'avais acheté dans cette superbe édition hardback. C'est l'édition anglaise, j'ai encore le ticket ici. Vous voyez derrière, c'est juste magnifique quoi. Ils sont canons. Là maintenant je vais me commander le 2 dans cette édition là et j'aimerais bien que le 1 soit réédité comme ça parce qu'il est introuvable. Si vous vendez votre tome 1 comme ça, je l'achète. Donc voilà, ici on a clairement de l'anthropomorphisme parce qu'on a des animaux humains. Par exemple on a un chat, enfin voilà, on a vraiment un mélange de personnages assez originaux. Dans cette saga, bon, j'en ai parlé il y a pas longtemps, quoique non, la vidéo point lecture sortira après cette vidéo aussi. Donc on va suivre, c'est un monde complètement imaginaire, on va suivre Morrigan, qui est une enfant maudite. Elle est née le jour du Merveillon, en fait c'est un monde divisé en ères, et donc le Merveillon c'est une ère, et elle est née le jour du Merveillon. Les enfants qui naissent le jour du Merveillon sont des enfants maudits, dans le sens qu'ils portent la poisse, et surtout qu'ils meurent le jour de leurs 12 ans, donc le jour du nouveau Merveillon. Sauf que pas de bol pour elle, le Merveillon, la nouvelle ère du Merveillon va commencer un an plus tôt et du coup elle va être destinée finalement à mourir à 11 ans, elle va apprendre à la dernière minute. Sauf que elle va être sauvée in extremis par un homme assez étrange et elle va être emmenée à Nevermore. C'est une saga, enfin en tout cas le tome 1, j'ai jamais ressenti ça depuis les Harry Potter, les Hunger Games et les Twilight, mais je ne le dirai à personne. Vraiment c'est une saga en or qui est... très original. Il y a beaucoup de clins d'œil à Harry Potter, quelques ressemblances, mais l'autrice se les réapproprie complètement et au final, même s'il y a ces petites ressemblances là, c'est super original malgré tout. Et justement, ça fait un peu des petits clins d'œil nostalgiques. Pour ceux qui ont adoré Harry Potter, etc., eh bien ça nous rend un peu nostalgique par rapport à cette saga. C'est aussi un petit peu un monde à la Alice au Pays des Merveilles au niveau des personnages qui peuvent être un petit peu loufoques et de ce monde assez étrange. Voilà, c'est vraiment une saga d'une grande qualité et que je vous conseille, donc foncez la découvrir et moi je vais d'office la continuer en septembre. À mon avis en septembre je vais lire le tome 2 et le tome 3. Passons maintenant au troisième menu, Automne Enchanteur.
Alors la première catégorie s'appelle la lunette de pierre, c'est extra, quand on veut voir ce qui ne se voit pas. Il fallait y mettre ici comme mot-clé petit peuple, féerie, nature, nature writing. Et moi j'y ai mis un livre de nouveau que je mets souvent dans mes piles à lire mais que je ne sors jamais parce qu'il me fait peur, My Absolute Darling de Gabrielle Talent. Bon, niveau nature, rien que sur la couverture on y est, hein. Il y a une forêt. Il me fait peur, pourquoi? Parce que je sais qu'ici dans ce roman on va suivre un père et une fille qui vivent, il me semble, assez isolés. Il me semble, hein, qu'ils vivent assez, voilà, ils arpentent des bois, etc. Voilà, elle a grandi seule sous la coupe d'un père charismatique et abusif. Donc voilà, on va suivre une relation assez, pas assez, très malsaine entre un père et une fille, et c'est ça qui me fait peur en fait. Donc c'est un peu pour ça que j'ai peur de me lancer dans le roman et qui fait que je pourrais l'abandonner en cours de lecture, donc on verra. Mais en tout cas ça fait un petit temps que j'ai dans la pile à lire, ça fait un petit temps qu'on me dit que je dois le lire, donc j'aimerais le sortir de cette pile à lire. Ensuite la deuxième catégorie s'appelle Nom d'une dune, et là-dedans on doit y mettre de l'écologie, de l'anticipation, de la science-fiction ou du post-apo. Alors moi j'aimerais bien lire Dune, mais je crois pas que je vais l'acheter pour ce challenge là, ce sera peut-être pour une prochaine fois. Niveau science-fiction, moi j'y ai mis Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, qui est un classique que je n'ai pas encore lu et que j'aimerais énormément sortir de ma palle également. Je vous fais pas le résumé, je pense que tout le monde sait de quoi ça parle. Et il y a 2 romans de science-fiction qui vont sortir chez Scrigno, ce sont les services presse que je vais recevoir. Du coup je me souviens plus du tout du résumé, donc je vous cite juste les noms. Donc il s'agit du 10e vaisseau de Pierre Bordage et des oubliés de Lama de Florian Soulas, qui sont 2 auteurs que j'aime suivre, donc voilà, j'ai vu les noms des auteurs et c'est pour ça que j'ai pris ces romans, en sachant que je suis pas trop science-fiction de base, enfin ça dépend quelle science-fiction en fait. Du coup voilà, ils m'ont donné envie grâce au nom des auteurs, on verra ce que ça donne une fois que je lirai ces romans. Ceux-là seront d'office lus pendant le Pumpkin Autumn Challenge, vu que ce sont des services presse et que je dois les lire assez rapidement. Et la troisième catégorie s'appelle Princesse. Dedans, il faut mettre de l'inclusivité, LGBTQI+, et féminisme. Le premier, j'ai mis La malédiction de Satapur de Sujata Messi, qui est le tome 2 de... j'ai oublié le nom, c'est génial, qui est le tome 2 de... je l'ai juste ici, je crois. Non, je crois que je l'ai prêté. Je l'ai prêté, c'est le tome 2 de quoi? Bref, qui est le tome 2 des aventures de Pervin Mystery. Donc Pervin Mystery, qui est cette avocate indienne au début, je crois que c'était au début du XXe siècle, qui est la seule avocate en Inde, qui travaille dans le bureau de son père, qui est un grand avocat, et en fait elle n'a pas accès au barreau, etc. parce que c'était pas accepté à l'époque, et elle va résoudre des enquêtes. Donc voilà, le tome 2, je sais pas trop de quoi ça parle. J'avais adoré le tome 1, et voilà, du coup j'ai reçu le tome 2 en service presse, du coup je compte le lire assez rapidement également. La féminisme, enfin je l'ai mis pour le mot-clé féminisme, parce que ben voilà, on a cette femme qui est décidée à travailler dans un métier qui lui est complètement fermé normalement, et voilà, c'est un peu empreint de féminisme, c'est une femme quand même assez forte, qui se laisse pas marcher sur les pieds, et voilà, celui-là il sera lu, c'est sûr et certain. Et alors j'y ai mis La maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune, je sais pas comment on dit son nom. Bon celui-là, pas besoin de vous le résumer, de toute façon moi je ne connais même pas vraiment le résumé, mais vous avez dû en entendre pas mal parler sur les réseaux sociaux, parce que pour le moment on en entend beaucoup parler, vu qu'il est sorti récemment chez De Saxus. Moi je vais me le commander en anglais, donc voilà, de nouveau j'attends le salaire pour me le commander, mais là on a du coup du LGBTQI+, donc il sera parfait pour cette catégorie. Et enfin on arrive au tout dernier menu de cette année, qui est le nouveau menu de cette année, et qui s'appelle l'automne des mystères. La première catégorie s'appelle le destin perdu, avec comme mots-clés temps, horloge, énigme, puzzle, historique et steampunk. Le premier roman que j'ai décidé de mettre dans cette catégorie, c'est Rebecca de Daphné du Maurier, que j'ai acheté en anglais dans cette magnifique édition. Je crois que c'était pour le 80e anniversaire du roman, j'imagine, ou bien de l'autrice, je ne sais pas de quel 80e anniversaire il s'agit, mais voilà. Donc voilà, cette édition est juste trop belle.
Alors Rebecca, Daphné du Maurier, de toute façon c'est une autrice dont j'entends beaucoup parler et que je n'avais encore jamais lu. J'ai lu récemment L'Auberge de la Jamaïque. Je vous laisserai aller voir mon point lecture qui sortira ce week-end je pense, pour savoir ce que j'en ai pensé. Mais voilà, j'avais hâte de découvrir surtout Rebecca et ma cousine Rachel. J'ai vu récemment l'adaptation Netflix assez récente, enfin qui est sortie sur Netflix, mais je pense que c'est Netflix, qui a été pas mal critiquée par les personnes qui ont lu Rebecca. Moi j'ai pas lu Rebecca, du coup j'avoue avoir quand même bien aimé le film, et il m'a donné envie vraiment de lire Rebecca, mais voilà, apparemment le livre est 10 000 fois mieux. Ici on est dans les années 30, dans mon souvenir c'est dans les années 30, et on va suivre une jeune femme qui, en tout cas dans le film, je sais pas si tout est respecté par rapport au roman, mais qui travaille pour une femme très aisée, qui est un peu une dame de compagnie pour cette femme très aisée, et elle va rencontrer dans un hôtel le propriétaire de l'hôtel, et ils vont tomber amoureux, et elle va suivre ce propriétaire dans sa sublime demeure, mais vraiment c'est une maison de malade, c'est un château quoi, vraiment c'est magnifique. À mon avis, il devait avoir un titre, hein, parce que c'est en Angleterre et tout ça, donc voilà, ça doit pas être n'importe qui. Bref, et en fait, cet homme a été marié auparavant, mais sa femme est décédée. Et quand elle va arriver dans cette maison, j'ai oublié le nom du personnage qu'on va suivre, on va l'appeler Odette. Odette va se sentir oppressée par la présence de Rebecca, donc qui est l'ex-femme de ce monsieur. Et elle va pas se sentir à l'aise, elle ne va pas trouver sa place parce que Rebecca est présente dans les cœurs de tout le monde et on n'arrête pas de la comparer à cette femme qui semblait être la femme parfaite, voilà, elle n'arrive pas à se sentir à la hauteur. Et en tout cas j'avais beaucoup aimé le film, du coup j'ai vraiment hâte de lire le roman et j'avais adoré la plume de l'autrice dans L'Auberge de la Jamaïque, donc j'ai hâte de la découvrir ici dans la version originale. J'ai mis également dans cette catégorie La Voleuse des Toits de Laure d'Argelot. Il me semble que c'est un roman auto-édité et je l'ai mis tout simplement parce qu'il y a une horloge sur la couverture. Je ne connais absolument pas le résumé, c'est ma soeur qui me l'a passé et qui a adoré ce roman. Il me semble que je l'avais vu pas mal passer sur les réseaux sociaux à sa sortie. Voilà, je ne sais vraiment pas de quoi ça parle, mais ça a l'air vraiment très chouette. Et ben voilà, ma foi, je me suis dit ma soeur me l'a prêté, autant en profiter vu qu'il y a une horloge, donc ça a l'air de vraiment bien correspondre aux mots-clés, donc autant en profiter pour le mettre dans cette catégorie. La deuxième catégorie s'appelle Les ruines de l'Atlantide, et comme mots-clés nous avions conte moral, philosophie, récit métaphorique, mythe et légende. J'ai décidé de suivre Conte moral et d'y mettre du coup la réécriture du conte de Blanche-Neige, donc c'est Un jour ma princesse viendra de Jen Kalonita. Voilà, j'avais reçu à mon anniversaire d'une de mes très bonnes amies la réécriture de Aladdin, il me semble qu'il s'appelait simplement Ce rêve bleu, et également cette réécriture de Blanche-Neige qui me donne vraiment envie. La photo est prête depuis que j'ai été à Disney, donc j'ai hâte de la sortir. Voilà, j'ai pas grand chose à vous dire de plus, ce sont des contes, enfin des réécritures qui changent un élément dans le conte original et voilà, et qui réécrivent complètement l'histoire en se basant sur ce nouvel élément. Je ne sais même plus ce que c'est ici. Voilà, conte moral... Oh, Miko! Voilà, donc conte moral, clairement dans les Disney, dans les... même c'est un conte à la base, hein, Blanche-Neige, il y a toujours une morale derrière, donc je crois qu'on aura une morale également ici. La troisième catégorie se nomme En avant Yvette Tempête, et dedans il y a comme mots-clés aventure, archéologie, artefacts et voyage. Alors moi je me suis basée sur voyage pour faire un voyage culturel tout simplement en Iran, c'est en Iran hein. C'est en Iran en effet, donc et j'y ai glissé Quand s'illumine le prunier sauvage de... je vais mâcher le nom, Shokufei Azar, qui est un livre de la rentrée littéraire chez Lily Charleston qui me donne énormément envie. Il a reçu beaucoup de prix. Voilà, au niveau de l'histoire, j'en sais pas grand chose à part que c'est un voyage dans la culture iranienne. Ici, dans une petite phrase, ici on nous dit djinns, démons, sirènes et fantômes côtoient dictateurs et bourreaux dans ce texte empreint de réalisme magique à la manière d'un poème perse. Un voyage merveilleux et terrifiant dans l'histoire et le folklore iranien. Franchement, rien que cette phrase-là me donne envie de foncer dans ce roman. Donc voilà, ce sera de nouveau à mon avis un des premiers que je vais lire. En plus j'avais reçu plein de petits goodies
un petit marque-page et des petites cartes qui sont trop jolies, donc je vais vous montrer un peu plus près. Donc voilà, c'est encore un bonus. Mais vraiment, ce livre, clairement, c'est une invitation au voyage, donc je trouvais qu'il rentrait bien dans cette catégorie. Voilà, voilà. Et la toute dernière catégorie, c'est déjà fini. Il s'agit de cabinet de curiosité, et comme mots-clés, nous avions art, science, musée, singularité et étrangeté. J'ai joué sur le mot art, musée, et j'y ai mis le portrait du mal de Graham Masterton, voilà, qui est un grand classique de la terreur apparemment. Alors, portrait, art, on est d'accord. Donc ici, je sais que tout va tourner autour d'un étrange portrait dans une maison, un portrait qui paraît être hanté. J'en sais pas beaucoup plus, mais ça a l'air vraiment très chouette. Moi j'aime bien lire des lectures un peu effrayantes à Halloween, du coup je trouve que celui-là sera parfait. Et puis voilà, c'est un classique de la terreur, donc découvrons ce classique de la terreur. Voilà, c'est déjà fini, ma pile à lire est prête. J'ai trop hâte d'être le 1er septembre pour pouvoir sortir ce livre de ma pile à lire et pour en ajouter d'autres évidemment. Sinon ce serait trop facile hein, si je me limitais à celle-là. J'espère tous les lire, je ne les lirai pas tous, hein, clairement, mais voilà, j'espère tous les lire. Ils me font tous en tout cas grandement envie, sinon je les aurais pas mis dans cette pile à lire. Dites-moi si vous participez à ce challenge, si vous avez des livres en commun, si vous en avez lu certains, si vous en avez aimé certains, pas aimé certains, voilà. On se retrouve en commentaire un petit peu pour discuter de tout ça. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, liker et commenter, ça fait toujours plaisir et surtout c'est important pour la visibilité hein, de YouTube. Voilà, voilà. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo qui sera un point lecture. Et en attendant, profitez de la fin de cet été pourri. Et on se retrouve pour le Pumpkin Autumn Challenge en espérant que ce sera pas l'hiver qui va commencer le 1er septembre vu que apparemment les saisons sont complètement décalées. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!